connaissez que un des grands problèmes que l'Europe, et pas seulement l'Europe, le monde entier connaît ces dernières années, c'est le phénomène des discriminations d'ordre général et spécifique, dont le racisme constitue le défi le plus important. Mais il ne faut pas sous-estimer les autres aspects que nous connaissons au niveau des discriminations. Parce que certains de nos concitoyens ou des personnes qui se trouvent à côté de nous, des étrangers qui résident sur le sol d'un État, d'une manière légale ou illégale, à cause de leur provenance, de leur couleur, de leur langue, religion, etc., il y a une sorte de déréaction qui c'est une situation généralisée, notamment à partir du moment où les flux migratoires ils ont touché l'Europe, le 20 presque dernières années. Et toutes ces questions-là migratoires, donc en réalité la présence des étrangers sur le sol européen, a provoqué des réactions qui vont jusque vraiment à des comportements qui sont, ce n'est pas seulement une question de considérer comme illégal, mais c'est quelque chose qui va à la contre même de la culture juridique européenne, de la culture même européenne, qui dépasse donc l'ordinaire dans le respect des droits de l'homme. Il est extrêmement intéressant de constater que dans l'ensemble du territoire européen, du nord, des États scandinaves au sud et de l'est à l'ouest, nous avons affaire avec le même phénomène. Parfois, il y a certaines, disons, priorités, en guillemets, ces priorités, cette tendance qui s'exprime, par exemple, dans le passé, on ne connaissait pas l'islamophobie. L'Europe connaissait par contre, depuis bien longtemps, l'antisémitisme. On respectait pas tellement bien les minorités nationales, avec une identité culturelle différente, mais ça est devenu beaucoup plus aigu et beaucoup plus négative avec la présence de nouvelles minorités. C'est qu'en droit international, bien sûr, n'existe pas, mais existe d'une manière sociale, c'est-à-dire toutes les communautés étrangères qui se trouvent d'une manière ou d'une autre, parce que les flux migratoires les ont emmenés ici comme réfugiés, comme demandeurs d'asile, comme des irréguliers, comme des illégaux, en guillemets, je me passe le terme illégal, c'est irrégulier qu'il faut plutôt, et dans le langage juridique du Conseil de l'Europe, on utilise ce terme-là. Et donc, pour tout cela, pour faire face à une telle situation, on avait besoin d'une institution qui ne constitue pas une sorte de juge pour critiquer les comportements qui peuvent venir de tous les côtés d'une société nationale, n'est-ce pas? Parce que ces phénomènes émanent des comportements du gouvernement, parce que les organes d'un État, de la police, de la Coast Guard, jusqu'aux les ministres, expriment un discours qui n'est pas conforme aux valeurs de la personne humaine, aux droits de l'homme. Par contre, et parfois c'est même un discours de haine, mais après on va, par exemple, aux régions, on va aux communes. Prenez l'exemple de l'Italie, vous avez 3 niveaux d'approche, je dirais, et différents. Vous avez le gouvernement central, vous avez les régions, et vous avez les communes. Et là, parce que j'ai été le rapporteur pour l'Italie, je connais, j'avais préparé le rapport
de l'écrit à cet égard, on voyait les différences de l'approche. Les personnes qui appartenaient même dans l'appareil administratif de l'État, mais avaient une approche différente à cet égard. Vous avez l'Église, vous avez les ONG, vous avez l'opinion publique, vous avez la presse, tout le monde, les individus, l'homme de la rue. Tous, on est concernés par ce phénomène-là. Tous, on peut utiliser des expressions qui constituent une atteinte. On ne veut pas les étudiants étrangers noirs, africains ou je ne sais pas quoi, on ne veut pas leur louer un appartement, on ne veut pas donner... On discrimine dans la société, dans le magasin, partout. Donc, il fallait avoir une institution qui serve non pas de juger chacun pour ces comportements-là, ne pas critiquer un État pour arriver seulement à des conclusions qui sont négatives, mais de servir comme interlocuteur avec les parties intéressées, les États, comme une sorte de un consultant qui, après avoir constaté, parce que là, ici, nous avons un fact-finding, on commence par constater qu'est-ce qui se passe dans un pays, quelle est la législation, quel est le comportement administratif, comment les gens se comportent, quelle est la différence entre les citoyens et les structures étatiques, etc., pour arriver donc à une sorte de dialogue et expliquer au gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire changer parce que la législation n'est pas bonne, elle est dépassée, elle est contraire aux principes qui se dégagent, parce que petit à petit, donc on a... Et je pense que quand le chef d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe, il y a un peu plus de 20 ans, ils ont décidé de créer cette institution, c'était parce que, exactement, une organisation internationale comme le Conseil de l'Europe, qui dispose d'une architecture de droits de l'homme très forte, avec une Convention européenne des droits de l'homme, avec la Cour, avec respect des droits sociaux, aux droits des minorités et tout cela, il portait une attention particulière sur un phénomène donc pan-européen. Il n'y a aucune société qui échappe malheureusement à ce phénomène-là. Et donc vouloir introduire un élément qui pourrait aider à surmonter, modifier le comportement, donner des idées. Et c'est la raison pour laquelle on a procédé avec des méthodes qui sont, disons, assez originaux. Vous pouvez me dire que ce système de rapport, le reporting system, c'est vieux et c'est quelque chose que nous avons depuis des décennies dans la protection internationale des droits de l'homme. C'est vrai, mais c'est ce qui est, disons, particulier, c'est que le rapport de l'écrit se fait après une visite sur un État, un examen minutieux, et puis ces rapports-là comportent d'un côté les données qu'on a trouvées et d'autre côté des recommandations. C'est-à-dire, chaque paragraphe, vous avez une recommandation afin que tous les États puissent réagir afin de satisfaire ça. De l'autre côté, nous avons pensé d'élaborer de ce qu'on appelle recommandations générales. Pourquoi recommandations générales? Parce qu'on a constaté que dans le cadre de ce problème de discrimination, du racisme, il y avait de temps à autre des priorités. Une fois, c'était parce que, à cause des politiques antiterroristes, on fait des discriminations dans le cadre de
lutte antiterroriste. Et il faut respecter les droits de l'homme, donc, pas seulement d'une manière générale, mais aussi introduire davantage cet aspect-là. Ou, par exemple, je citais le cas tout à l'heure de l'islamophobie. À présent, nous sommes en train de préparer une recommandation générale sur le discours de haine. Pourquoi ça? Parce que depuis 1, 2, 3 ans, il y a une montée dans toutes les sociétés, presque européennes, de ces discours, malheureusement émanant des partis politiques. C'est ce qui est vraiment extrêmement dangereux parce que petit à petit, les partis d'extrême droite, pro-nazis ou même nazis, sont des partis qui deviennent membres des parlements nationaux, comme nous avons par exemple dans mon pays, la Grèce, l'aurore dorée, etc. Et ce n'est pas une exception, il y a une montée. Avec cette montée des opinions extrêmes, donc, conduit aussi à ce discours de haine. Ce discours de haine est dirigé envers les étrangers, les immigrés, tout ça. Et donc, il faut faire quelque chose. Mais parfois, ce discours de haine provient également pas seulement des structures étatiques, des personnes qui sont dans l'administration, mais aussi, ça peut se voir dans la Corriere della Sera, je ne sais pas, enfin, je veux dire, dans un journal quelconque, dans le propos que parfois on peut retenir. Et donc, voilà, nous pensons qu'en mettant cette recommandation, un ensemble de valeurs qui sont communes, nous partageons au Conseil de l'Europe, nous incitons les États à se conformer à cela. Il serait peut-être opportun d'ajouter dans cette analyse d'une situation de dialogue que se crée toujours entre l'écrit et les États membres et les gouvernements des États membres, qu'il ne s'agit pas seulement de visiter de temps à autre les États et présenter ces rapports-là avec les recommandations. Nous avons une procédure, disons, d'un suivi et des contacts qui sont toujours qui nous amènent à discuter davantage les problèmes. D'abord, à mi-temps de la période qui s'écoule entre les deux rapports périodiques de 5 ans, c'est-à-dire après 2 ans et demi, et qui rappelle au gouvernement certaines de ses obligations. Et ça, on le fait, je pense, d'une manière très, très efficace. Vous savez, quand vous avez un rapport de 60 pages avec, je ne sais pas combien de recommandations, vous pouvez, à juste titre, vous poser la question, laquelle je dois passer en avant, qu'est-ce que je dois faire d'abord, n'est-ce pas, ceci ou cela, qu'est-ce que c'est plus urgent, de faire face à la situation à Lampedusa ou faire face à la situation de Roma irréguliers qui se trouvent sur le sol italien, par exemple. Alors là, il y a le cri qui vient et selon ses considérations, propose au gouvernement 2 ou 3 actions d'urgence. Enfin, urgence, c'est-à-dire en priorité. Et donc, c'est sur ces 2 ou 3 priorités que revient de rappeler: est-ce que vous avez fait quelque chose là-dessus? Est-ce que vous avez ratifié cette question, ce texte-là? Est-ce que vous avez pris une mesure? Donc, il y a dans l'intermédiaire de 2 rapports, il y a ces contacts avec les gouvernements par écrit, et ces contacts c'est très efficace. Aussi, il faut dire que jamais les États ne sont pas, disons, surpris, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas
comme les tribunaux qui annoncent la peine, n'est-ce pas? Par contre, l'écrit, chaque fois qu'établit un rapport, ces rapports est envoyé à l'État pour observation. Et l'État, chaque gouvernement peut dire, vous savez, là, il y a un développement, il y a un changement, le fait était comme ça, mais maintenant il y a un changement. Et après, nous, à Strasbourg, nous reconsidérons ce qu'on a fait dans le rapport, et si nous constatons qu'il y a une valeur sur ce qu'un gouvernement dit, on peut même modifier notre rapport. Et après ça, le rapport va être publié. Le travail de l'écrit est très bien apprécié, même par la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans plusieurs arrêts, cite le rapport qu'on a fait sur une situation dans un État, afin de donner son avis s'il y a une violation dans le cadre de la Convention. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme je disais, dans un cas individuel, vous avez une plainte, vous avez un recours individuel, mais vous parlez d'une situation en Roumanie, en Moldavie. Alors, c'est important que la Cour prenne en considération notre rapport qui parle d'une manière générale sur la situation en Roumanie, par exemple, ou en Moldavie, ce qui veut dire que si nous estimons qu'il y a une situation discriminatoire à l'égard de ces groupes de personnes, de ces minorités, des immigrés, etc., donc il y a déjà un élément qui dit que le gouvernement de cet État-là, n'est-ce pas, n'aime pas beaucoup les étrangers, où la police est très violente, où il y a un discours. Bon. Il y a le rôle et le tour de la société civile, parce que nous avons l'habitude d'organiser dans chaque État un séminaire, un genre de colloque. Et dans ce colloque-là, on présente et on discute le rapport national. Donc pratiquement, vous avez sur cette table ronde qu'on appelle table ronde nationale, vous avez tous les responsables de la société civile, toutes les expressions, les ONG, vous avez le gouvernement, vous avez l'académie, vous avez tout le monde qui discute. Et c'est là où ça se passe vraiment sous l'égide de l'écrit, mais c'est un effort national. Il y a une discussion, un débat sérieux sur ce qui se passe dans un État, après avoir constaté par l'écrit qu'il y a ces aspects-là qui sont négatifs, où la situation s'améliore dans un autre domaine, etc. Le rôle de la société civile est très très important parce que les ONG constituent toujours une source d'informations que nous prenons en considération. On ne peut pas d'ailleurs visiter un État sans contacter la société civile. D'ailleurs, je dirais même que c'est sur le même pied d'égalité. Sur une semaine, vous avez 2 jours avec le gouvernement, 2 jours avec les ONG. Sans ajouter le temps pour aller visiter une région particulière, un endroit particulier, etc. Donc, le rôle de la société civile est très important. C'est très important aussi de notre côté, parce que par la suite, une fois le rapport publié, la diffusion de la problématique des informations et ce qu'on doit faire, insister sur la nécessité de changement, donc donne à la société civile un rôle encore plus important et d'une manière permanente. Donc pratiquement, c'est les ONG assument un rôle très très important. Mais attention ici, je dois dire que on est toujours attentif avec la société civile.
pas avec la société civile en général, mais je veux dire avec ce qu'on appelle ONG, parce qu'il faut toujours être sûr que l'information que tu reçois est justifiée, est fondée. Vous savez très bien que parfois on avance des informations, des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Et là, c'est un problème. D'ailleurs, c'est un problème à cause du fait que le travail de l'écrit, c'est aussi du fact-finding. Très peu de temps pour constater qu'est-ce qui se passe. Tu reçois une information, tu as quelques minutes ou quelques heures d'évaluer et pouvoir constater si elle est valable ou non. Et si le gouvernement, l'autre jour, vient dire non, ce sont des mensonges, ce sont des exagérations, etc., tu n'as pas le temps vraiment pour une deuxième approche. Donc, il faut faire toujours attention, et c'est la raison pour laquelle la société civile est l'allié, disons, offre, mais il faut avoir vraiment une attention particulière. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de ne pas discuter avec n'importe qui, mais avec des ONG qui sont connues pour leur action, qui sont là, qui sont indépendantes, objectives, etc. La question d'ailleurs de discrimination, du racisme, la question des droits de l'homme n'a pas besoin des opinions partielles, n'est-ce pas, juste pour critiquer l'État. Ce que l'écrit doit faire, c'est surmonter, faire face à des difficultés, et donc la société civile doit jouer un rôle analogue à cet égard. Reste un point qui est très très intéressant et très important, c'est dans l'architecture européenne des droits de l'homme pour la promotion et la protection des droits de l'homme, et comment d'autres instances interviennent et s'il y a une coopération entre les CRI avec d'autres organes. Là-dessus, il faut rappeler que le Conseil de l'Europe, c'est le protagoniste depuis, disons, les débuts de l'intégration européenne. J'entends par là depuis 1949, où le Conseil a été créé, avant même les communautés européennes, l'Union européenne. Pratiquement, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, c'est la matière par excellence du Conseil de l'Europe. Notre Union européenne vient avec un retard parfois excessif pour se sensibiliser autour de ces questions-là. Ce n'est pas un hasard pour que c'est seulement maintenant avec le traité de Lisbonne où pratiquement il y a des politiques droits de l'homme, n'est-ce pas, au sein de notre Union. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en matière de discrimination, qui bien sûr existe dans le cadre de l'Union européenne? On a voulu créer un observatoire, on a fait d'ailleurs, mais ils ont compris que ça ne sert à rien du tout d'avoir un observatoire qui juste prenait note de ce qui se passe à gauche, à droite dans l'Union européenne. Ils ont dit qu'il faut faire évoluer quelque chose, alors nous avons une institution, la FRA, l'Agence des droits fondamentaux, Fundamental Rights Agency, qui s'occupe donc des questions de discrimination, de racisme, etc. C'est une institution de promotion. Ce n'est pas une question de protection, même indirecte. Et pour moi, là réside un des grands problèmes avec toutes les institutions qui sont créées au sein de l'Union européenne, qui ne contrôlent pas, qui ne peuvent pas contrôler, en dehors de la Cour, bien sûr, de Luxembourg, et même si ce contrôle est limité, parce que c'est seulement le droit communautaire et pas encore la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des contacts
nous recevons à nos réunions, par exemple, des représentants de Bruxelles qui viennent de la Commission européenne, de la FRA, etc. Est-ce que ça ajoute quelque chose? À mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, pour l'instant, disons, l'acquis communautaire en matière de droits de l'homme, etc., ne donne pas à ces institutions les moyens de faire quelque chose qui soit efficace, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire, ce que le ECRI fait pour les 47 États membres du Conseil de l'Europe, au lieu de ce que fait la FRA pour les 28 États membres, ça me paraît... C'est une bonne institution, ça me rappelle les universités et les centres de recherche, et parce qu'ils préparent de très bons rapports sur la situation qui règne dans un pays ou les autres, les aspects comparatifs. Mais il faut aller au-delà. Et il faut, c'est-à-dire, avoir un monitoring, un suivi sur ce qui constitue des violations des droits existants. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire qu'il y a un déficit institutionnel au sein de l'Union européenne. L'Union européenne aurait pu accueillir ce que nous avons au Conseil de l'Europe, mais pour des raisons politiques que vous comprenez, ils essayent maintenant de mettre sur pied leur propre structure avec tout ce que cela implique. En tout cas, cette multitude des organes et des institutions, ça ne veut pas dire que c'est toujours au profit de l'homme, de la personne qui se sent opprimée, qui se sent ses droits violés, etc. C'est d'ailleurs quelque chose qui existe aussi au sein du Conseil de l'Europe, où vous avez plusieurs institutions qui interviennent et l'un se mêle dans les compétences de l'autre sans même demander, etc. N'est-ce pas? Vous avez, pour le même thème, par exemple, parce que le discours de la haine, c'est très à la mode, vous avez des personnes qui nient l'Holocauste, n'est-ce pas? Ils disent, c'est mon droit, ma liberté d'expression, je refuse que ça existait, ou le génocide arménien, ou que sais-je. Bon, vous avez un débat qui est vraiment très intéressant. Et récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse parce qu'ils ont condamné quelqu'un qui avait refusé un génocide. Donc vous avez là des questions qui deviennent vraiment très importantes. Alors, si vous avez plusieurs qui interviennent, chacun avec son point de vue, je ne sais pas si toujours ça aboutit à quelque chose d'uniforme, etc. Parce que vous avez par exemple aussi le commissaire aux droits de l'homme qui intervient, qui fait ses déclarations, vous avez l'écrit, vous avez le comité consultatif pour les minorités nationales, vous avez l'Assemblée parlementaire, vous en avez tant des organes et des institutions qui... Donc, c'est peut-être qu'il faudra mettre une pause à la fois au niveau normatif de l'action internationale et aussi revoir l'architecture de la promotion, de la protection des droits de l'homme.